Que reste-t-il de nos campagnes? Urbanisation grandissante, autoroutes qui fractionnent, polluent les espaces naturels et agricoles, mais aussi les centres commerciaux, les zones artisanales ou industrielles qui sont le plus souvent implantées sur des espaces fragiles et souvent inondables. Pourtant, le centre-Var possède encore de nombreux atouts, à la fois historiques et naturels. C'est ce que nous allons découvrir tout le long de notre balade varoise. Ces pluviers dorés mélangés à un groupe de vanneaux en sont le témoignage. Contraints par un fort mistral, ils trouvent dans la plaine de Saint-Maximin une pause salutaire sur la route du retour. Ce sont les dominicains qui firent assécher ce qui n'était alors qu'un marécage, pour en faire la plaine agricole de Saint-Maximin. Il y a encore une trentaine d'années, la principale culture n'était autre que la vigne. De nos jours, tout cela s'est diversifié. Mais l'on y trouve aussi de plus en plus de parcelles en friche, un signe sans doute sur l'évolution de l'agriculture dans la région. Le village de Seillon, perché sur son rocher, offre un regard sur la plaine saint-maximinoise à ses habitants. Parcouru par la rivière la Méronne, le quartier des Palins, souvent inondé, fut drainé par les hommes pour en permettre la culture. De nos jours, le marais reprend ses droits. Du pied de ce vignoble, c'est un paysage magnifique qui se déroule, le tout dominé par la montagne Sainte-Victoire, le village de Pourrières et les monts Auréliens. Au petit matin, sur l'étang de Tourves, un martin pêcheur solitaire guette la présence de quelques rares poissons. Nous poursuivons par une vue du village depuis l'esplanade du château des Valbais.
Omer de Valbelle, le dernier des comtes, fit aménager son château pour en faire l'un des plus beaux de Provence. Il fit construire les colonnades et l'obélisque. Après la Révolution, le château servit d'hôpital, puis finit par brûler et fut pillé par les villageois. Nous quittons le château des Valbelles. Au lever du jour, nous nous rendrons dans les gorges du Carami. Ces gorges sont le témoignage d'un patrimoine historique exceptionnel. Dans ces cavités ou abris, des peintures rupestres furent peintes par les hommes de la fin du Néolithique. Henri de Kirch, pharmacien d'origine alsacienne et réfugié à Turves au début de l'occupation allemande, archéologue amateur, découvrit en avril 1941 dans la vallée du Carami la première grotte qui sera appelée plus tard grotte Alain. Il y découvrit des fragments de poinçons en os ainsi que quelques ossements humains. En juin 1941, M. Sans Martinez, archéologue confirmé, découvrit en compagnie d'Henri de Kirch des peintures dans des cavités ou abris voisins. Ces peintures furent authentifiées plus tard par différents laboratoires, dont celui de la Faculté des sciences de Toulouse. Pour atteindre la grotte Chuchy, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. Cet abri est sans doute le plus connu avec la bombe Saint-Michel de toutes les cavités de la vallée du Carami. Ces dessins, parfaitement conservés au moment de leur découverte et pourtant vieux de plus de 4000 ans, ont malheureusement subi les outrages des hommes, certains n'hésitant pas à surligner à la craie les contours de ces peintures. On y trouve deux scènes, l'une représentant la déesse mère et la seconde une scène de chasse. Les préhistoriens pensent que ces peintures schématiques sont originaires de l'Orient. Elles se sont développées par la suite en Espagne dès la fin du Néolithique. Ce sont ces tribus qui, en se déplaçant soit par l'ouest des Pyrénées, ont atteint ainsi la Vendée et la Bretagne, soit par l'est pour atteindre le sud de la France et l'Italie. Occupée par les hommes du Néolithique, la bombe Saint-Michel
est la plus grande de toutes les cavités présentes dans la vallée. Elle a une superficie de 250 mètres carrés, divisée en plusieurs espaces par des murs en pierre sèche ou grossièrement maçonnés. Des prospections et fouilles ont permis de déterminer qu'elle a servi aussi de lieu d'inhumation à l'âge de bronze. Au Moyen Âge, elle est de nouveau habitée. Enfin, au XVIIe siècle, c'est un ermite qui occupe les lieux. Il y peint une fresque sur une paroi représentant Saint-Michel terrassant le dragon. De nos jours, cette peinture n'est plus visible. Nous sommes tout proches maintenant de la fin des gorges du Carami, plus particulièrement au saut du Cabri. C'est la partie la plus sauvage et c'est aussi le dernier passage avant d'atteindre les chutes d'eau qui sont pratiquement infranchissables. Du plateau calcaire de Mazogues, nous pouvons observer le cirque des Escarrettes, encore bien enneigé. Au nord, au-dessus du village de Rougier, les empreintes d'une occupation romaine subsistent, comme ici la fontaine de la Guilandière. Le castrum de Saint-Jean du XIIe siècle assurait la protection aux habitants du vieux Rougier. C'est aussi un formidable balcon sur les Alpes du Sud. Plus au sud, en direction du massif de la Sainte-Baume, la glacière de Pivot. Une tour cylindrique de 20 mètres de hauteur, 17 mètres de diamètre, enfouie pour plus de la moitié dans le sol. Sa construction a débuté en 1875 pour s'achever 10 ans plus tard. À l'aube de l'avènement du froid industriel, elle n'aura été utilisée que 2 ans. Des murs plus épais que les parois d'une forteresse. Le mois de décembre venu, les saisonniers, la plupart paysans, remplissaient les bassins de congélation. Ensuite, le travail consistait à découper la glace en blocs et à la stocker dans la glacière. L'été venu, cette glace était chargée, transportée de nuit par charrette, pour fournir les habitants de Marseille, Aix-en-Provence ou Toulon. Peut-on s'imaginer aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 100 ans, des individus travaillaient pour produire, conserver et vendre ce bien précieux qui pour nous est une simple évidence.
Le lac des Escarcés et le territoire de la Plaine des Morts renferment une biodiversité exceptionnelle en région méditerranéenne, ainsi qu'un paysage des plus changeants au fil des saisons. De vieux chênes-lièges et de majestueux pins parasols parsèment la terre ocre dans une ambiance de savane arborée. En raison du faible relief et des grandes dalles de grès imperméables, les pluies créent de multiples ruisseaux ainsi que de petites mares qui disparaissent au bout de quelques jours ou bien souvent au bout de quelques heures. Autour du lac, ce sont les aulnes ou encore les arbousiers et les bruyères qui prolifèrent un peu partout. Cet espace naturel a bien failli disparaître quand la société Michelin achète le site de la Plaine des Morts dans les années 90 en espérant y établir un centre d'essai de pneus. En 1996, après extension de son périmètre d'intervention, le Conservatoire du littoral récupère ce lieu d'exception et le met à l'abri de toute convoitise. La flore abondante y est aussi très variée. On y trouve une multitude d'iris nains, des orchidées ainsi que des tulipes australes. C'est aussi l'un des derniers refuges de la tortue d'Hermann, et ce territoire se trouve en être le noyau provençal le plus important. Tortue d'Hermann qui n'est plus présente en France que dans le Var et en Corse. Le mâle, légèrement plus petit, n'est présent qu'au moment de la reproduction. Ensuite, il laissera le soin à la femelle de trouver seule un lieu de ponte. Elle déposera ses œufs dans un trou creusé dans la terre et c'est la température d'incubation qui en déterminera le sexe.
23 juin 2009, la Plaine des Maures a été classée réserve nationale. C'est par le lac des Escarcés que nous quittons ce pays varois. Pays varois qui, malgré les débordements et extravagances de sa frange côtière, a su malgré tout préserver son identité. Une question se pose. Pour combien de temps encore ?